Elisabeth, vous êtes une artiste extrêmement occupée et nous vous remercions de nous faire l'amitié de votre présence en visio. Alors, pouvez-vous nous parler de votre actualité? Alors, mon actualité est riche personnellement, des projets avec un certain Jean Renard qui est plutôt du côté showbiz et qui a écrit un opéra, et je suis très flattée parce qu'il l'a écrit pour moi grâce à une amie commune, Daria Bonin. Mais ce n'est pas mon actualité qui m'occupe entièrement en ce moment. Et la préoccupation que j'ai me fait penser beaucoup à Pierre Lafitte. Et comme nous sommes ce matin dans les matinées Lafitte, c'est son esprit qui est en référence pour moi par rapport au projet que je mène, qui est une fertilisation croisée, comme il aimait à le dire tant lui-même, qui nous a permis d'installer l'art lyrique dans un CFA, celui de la métropole, où normalement il n'y a que des métiers de bouche, poissonnier, boucher, pâtissier. Et c'est merveilleux de pouvoir croiser toutes les compétences dans un même site. Nous formons des artistes lyriques de haut niveau, avec environ 25 professeurs, 450 heures de cours et 93% d'employabilité à la suite de cela. Donc pour moi, c'est le croisement des compétences dans un site qui valorise quelque part la culture de notre région, mais toutes les cultures, celle aussi de l'entreprise. Je trouve que ça reflète tout à fait l'esprit Lafitte, et je suis très contente d'en parler ce matin avec vous. Votre carrière a très vite démarré de Lyon à Paris, en passant par Munich et Moscou. Quels souvenirs conservez-vous de ces années? Eh bien, pas assez de souvenirs des pays. Et pourtant, je m'étais dit, si je chante, j'ai l'implication physique, il faut que je fasse attention à ma santé, je ne peux pas me permettre d'aller me promener partout, de manger n'importe quoi. Je l'ai quand même fait. Mais c'était merveilleux de se dire que, voilà, avec cette voix, en chantant, j'ai pu faire le tour du monde, j'ai pu essayer de comprendre les mentalités, les différents états d'esprit. J'ai commencé ma carrière beaucoup en Italie, à Rennes de Vérone, Rome, Spoleto pour commencer, mais aussi aux États-Unis. J'ai chanté au Lincoln Center de New York, à Miami. Alors l'esprit américain, pour moi, c'est tout à fait autre chose. Et en cette période de ma vie, je peux dire que tous ces voyages et ces mois passés dans des pays différents me permettent un éclairage sur la politique, sur la vision du monde par l'ancrage des mentalités dans leur culture. Et ça, c'est très intéressant. L'Angleterre, Covent Garden, l'Espagne, Madrid, mais aussi l'Asie, avec Hong Kong, Séoul, et puis le Japon aussi. Tout ça, c'est un brassage extraordinaire, et quand on le vit dans l'instant, comme on est axé sur ses performances personnelles, c'est difficile, on se sépare en deux, on devient la visiteuse, la personne qui essaye de comprendre le monde, et en même temps le corps instrument. Donc c'est une balance, et maintenant je reprends tous ces voyages et j'ai envie d'approfondir tout ce que j'y ai senti, tout ce que j'y ai perçu, et d'en faire quelque chose qui me permet de comprendre le présent, et notamment d'ailleurs tout ce qui se passe en Russie, puisque bon, jusqu'à cette guerre, mon mari et moi nous enseignions au Bolchoï de Moscou, seul professeur français là-bas, et pour nous c'est une tragédie de voir que voilà, ces relations artistiques sont mortes, j'espère seulement endormies, à cause de questions politiques, et les artistes n'ont pas à payer tout cela. Vous avez chanté les plus grands rôles d'opéra, de Lakmé à la Reine de la Nuit. Quel rôle vous convient le mieux? Quel est celui que vous interprétez avec le plus de plaisir? Alors c'est une très bonne question, parce que j'ai chanté dans ma vie je ne sais combien de fois le rôle de la Reine de la Nuit, en n'étant absolument pas du tout en synergie avec le personnage.
Il faut y développer une grande agressivité, un côté cinglant, et c'est pour moi, c'était vraiment me faire violence. Mais il fallait bien accepter, c'est quand même pas rien de l'avoir enregistré avec Charles Mackerras à Londres. Ça compte dans une carrière et on ne peut pas se permettre de refuser cela. Cela dit, un rôle comme Lakmé, c'est sûr que c'est toute la douceur d'un personnage qui choisit son destin, qui se construit en fonction de ses sentiments et qui va jusqu'au sacrifice ultime, puisque pour ne pas perdre l'amour auquel elle se dévouait de son vivant, elle va mordre dans une fleur datura, préférant mourir que de voir ses sentiments profanés. Donc beaucoup de douceur, un legato, et ça convient beaucoup mieux à mon instrument qui a besoin de rondeur, qui a besoin de vivre dans la vibration libre et pas dans la contrainte d'une violence quelconque. Après ça, il y a un autre rôle que j'ai adoré, c'est Ariane Anaxos de Richard Strauss. J'ai eu la chance d'ailleurs de venir le chanter à Nice. C'est un rôle du théâtre dans le théâtre, c'est-à-dire que le personnage elle-même est une actrice qui interprète son propre rôle. Et ça lui donne donc une distance théâtrale, une sorte de deuxième degré qui permet beaucoup de piquant, beaucoup d'humour. Et ça, j'aime beaucoup dans une virtuosité extrême, mais une virtuosité pleine d'humour. Vous avez participé à de nombreuses émissions de télévision, enregistré de multiples disques. Existe-t-il encore un rôle que vous aimeriez interpréter? Un rêve inassouvi peut-être? Alors, rêve inassouvi, oui. Un rôle que je n'ai pas eu la chance de faire, c'est celui de Constance dans l'Enlèvement au sérail de Mozart. Un rôle aussi qui est plein à la fois de détermination, mais en même temps une vocalisation qui est toujours sur l'émotionnel. Et ça, c'est unique. La virtuosité qui n'est pas écrite pour la virtuosité, Mozart savait faire cela. Autrement, un rêve inassouvi, un peu original, que je n'atteindrai jamais, hélas. Je suis très proche de Marie-Claude Pietragala et j'enseigne dans son CFA. On est les deux seuls à avoir créé un CFA d'art en France. Et c'est vrai que quand je la vois à la barre, pendant que je fais travailler le chant à ses danseurs, je me dis ce serait extraordinaire que je puisse moi aussi allier le mouvement et faire quelque chose avec elle d'expressif. Je sais que ce ne sera pas possible. Je peux guère que l'accompagner par ma voix sur une improvisation, et c'est peut-être une idée qu'on va creuser. Vous avez une technique de chant tout à fait originale que vous tenez de vos deux professeurs, André Cognier et Elisabeth Grumer. C'est cette technique que vous souhaitez apprendre à vos élèves, alors pouvez-vous nous en parler? Oui, alors c'est une option qui est une option de vie, c'est-à-dire que chercher l'élasticité corporelle, de la même manière qu'un art martial, ou que des choses comme le yoga ou le qigong, c'est être attentif à toutes les énergies qui traversent le corps et à détendre la musculature en conscience pour que le maxillaire, la zone du cou, les épaules, le corps tout entier deviennent un véhicule de la vibration. Et on ne peut atteindre cela que dans un lâcher-prise qui fonde la voix sur la pression abdominale et seulement elle, c'est-à-dire cette zone ici qui est la zone de nos émotions. Se brancher à ces émotions, c'est donner sa base à la voix, c'est donner sa motivation corporelle à la voix. De même d'ailleurs que dans le langage parlé. Un bon politicien saura toucher son auditoire si ses consonnes sont diaphragmatiques. Eh bien, c'est la même chose pour la voix. C'est une ouverture de soi, comme si on était vide, et ensuite comment on va propulser ce son vers l'extérieur avec le maximum de souplesse pour que le son la vibration fasse vibrer les cordes vocales et sorte dans le plus de souplesse et de rondeur possible. Projetons-nous en 2030. Que diriez-vous de la place du chant et de l'art lyrique à ce moment? Voulez-vous délivrer un message aux jeunes artistes, femmes et hommes? Mon message, et qui est plein de conviction, c'est que sans l'art, notre société est perdue, tout simplement. Nous pourrons débloquer tous les problèmes
politiques, sociaux, en nous mettant à l'écoute les uns des autres, une écoute fondée sur une grande authenticité. Et le son, la vibration du son, c'est la même histoire. C'est pareil pour le théâtre, c'est mettre les gens en rapport les uns avec les autres, s'ouvrir à ce partage, et le rôle du chant est capital dans tout cela. Et j'avais eu la chance de faire une petite conférence chez Dassault Systèmes, ce qui s'appelait le miracle d'une voix, et j'avais souligné le fait que l'homo vocalis, l'homme chantant, est très très nombreux sur la Terre. À peu près, tenez-vous bien, 60 millions de gens sur Terre chantent dans des chorales. C'est pas une petite force. Si ces gens-là se liaient entre eux, ce serait une force extraordinaire, ce seraient des chevaliers de la paix. Et donc moi j'imagine qu'en 2030, si on continue à cultiver ce partage vibratoire, tout est permis, je veux le croire. Accepteriez-vous, Elisabeth, de nous chanter un air de votre choix? Eh bien, je suis dans une vallée, celle du Var, avec la nature tout autour de moi, et l'acoustique me semble hyper propice, donc je m'y lance. Je vais vous chanter quelque chose qui va faire écho aux oiseaux que j'entends autour de moi. Ça s'appelle le rossignol et la rose, et c'est de Monsieur Saint-Saëns. Je veux juste penser à remercier nos partenaires essentiels, l'Opéra de Nice, qui emploie nos jeunes qui sont en immersion en entreprise grâce à l'Opéra de Nice, mais également Antea, qui est notre deuxième partenaire, 2 maisons qui permettent à nos jeunes de débuter, et ça c'est fantastique. L'Opéra de Paris également, qui en a engagé 2 actuellement dans les chœurs de l'Opéra, et Radio France. Donc c'est pour vous dire que nos jeunes sortent d'ici et ils partent dans les grandes maisons. Monte Carlo, où ils ont fait L'Enfant et les sortilèges de Ravel, carrément à l'Opéra de Monte Carlo, 4 d'entre eux, et tout récemment avec Muriel Mayette-Holtz, 6 de nos jeunes ont débuté dans Gourou à l'Opéra de Nice. Donc voilà, et je vous montre l'Acmé que nous allons faire à Cannes-sur-Mer au Terrazur le 16 avril, et cet été les Nuits lyriques de l'Hippodrome avec un concours international de chant, le premier de notre département, ainsi que les Nuits prodigieuses avec les petits prodiges que j'ai eu tant de plaisir à accompagner sur France 2.